Pour le premier dirigeant du Ghana, Kwame Nkrumah, construire une nation, c'était bien plus que juste l'indépendance politique. Non, ça exigeait une transformation totale de la société, en commençant par ses deux piliers les plus fondamentaux, l'éducation et la santé. Alors pour bien comprendre cette transformation, on va d'abord plonger dans la philosophie de Nkrumah. Ensuite, on se penchera sur ses réformes audacieuses dans l'éducation et la santé. Et puis à la fin, on verra comment tout ça s'inscrit dans une vision bien plus large, une vision panafricaine. Tout part d'un constat en fait. Un constat assez simple pour Nkrumah. Les puissances coloniales avaient délibérément maintenu l'ignorance et la maladie pour mieux asseoir leur contrôle. Pour lui, l'éducation et la santé, ce n'étaient pas juste de simples services sociaux. C'étaient les outils mêmes, les instruments nécessaires pour décoloniser les esprits et les corps de son peuple. Le premier grand chantier de Nkrumah, ça a donc été l'éducation. Mais pour bâtir du neuf, il fallait d'abord bien comprendre l'ampleur du système dont il héritait. Et ça, c'est la question centrale qui révèle toute la stratégie coloniale. Cette éducation était-elle conçue pour élever les gens ou au contraire pour les contrôler? Le contraste entre les deux visions est saisissant. D'un côté, on a un système colonial entièrement conçu pour servir l'Empire. De l'autre, un projet immense pour émanciper les gens et forger une nouvelle identité africaine. Pour mesurer l'ampleur du défi, un seul chiffre suffit. Tenez-vous bien, une autorité britannique avait elle-même calculé qu'au rythme colonial, il aurait fallu 700 ans pour alphabétiser la population de la Gold Coast. 700 ans! Face à ça, la réponse ne s'est pas fait attendre. Dès sa prise de pouvoir en 1951, le gouvernement de Nkrumah a lancé un plan, franchement révolutionnaire, pour tout remettre à plat, pour refondre complètement le système. Et les résultats ont été immédiats, spectaculaires. En supprimant les frais de scolarité, une mesure phare, le nombre d'inscriptions à l'école primaire a plus que quadruplé, en seulement 6 ans. La stratégie était totale, une attaque sur tous les fronts. Rendre l'école primaire gratuite, bien sûr, mais aussi former des milliers de nouveaux enseignants, bâtir des universités techniques comme la Canuste, et surtout réécrire les manuels pour qu'ils reflètent enfin l'identité africaine. Mais des esprits libérés dans des corps malades ne peuvent pas bâtir une nation forte. Le second pilier, la santé, faisait face à un héritage colonial tout aussi sombre. En fait, le système colonial ne s'attaquait jamais aux racines du mal, la malnutrition, le manque d'eau potable. À la place, il se contentait d'offrir des soins discriminatoires et largement insuffisants. Ces données parlent d'elles-mêmes. La disparité est choquante. Il y avait un hôpital pour 428 Européens, mais un seul pour 111 000 Africains. C'est abyssal. Cette négligence signifiait que les maladies causées par la pauvreté et le manque d'hygiène étaient endémiques et tout simplement pas traitées au sein de la population africaine. Alors là, le gouvernement de Nkrumah a complètement renversé la table. La santé publique n'est plus vue comme un fardeau, mais comme un investissement humain essentiel pour bâtir une économie forte. Et cette philosophie, elle s'étendait même au-delà des frontières du Ghana. Nkrumah soutenait que les maladies transmises par des insectes comme la mouche tsetse et les moustiques, ça nécessitait une réponse unifiée, une réponse panafricaine. Éducation, santé, économie, il faut bien comprendre que ces réformes n'étaient pas isolées. Pas du tout. Elles formaient les pièces d'un puzzle bien plus grand, la construction d'une Afrique nouvelle. Pour Nkrumah, tout était lié. Des citoyens éduqués et en bonne santé forment la main-d'œuvre nécessaire à l'indépendance économique. C'était un seul et même projet de libération. En fin de compte, les écoles et les hôpitaux étaient en quelque sorte les usines d'un nouveau type de citoyen. Un citoyen essentiel à une nation socialiste qui se voulait prospère et, surtout, véritablement indépendante. Et cela nous laisse avec une dernière réflexion, une question un peu provocatrice sur l'héritage de cette vision et sur ce lien si profond qui existe entre la politique sociale et l'identité nationale.